Donc aujourd'hui, euh, la première présentation du colloque est dédiée à l'étude du LISER, la ville du quart d'heure, éléments théoriques et mise en œuvre au Luxembourg. Et les intervenants sont Monsieur Antoine de Couville et Madame Valérie Felchen. Et après la présentation, aussi une information encore. Vous avez la possibilité de poser des questions et on peut aussi discuter après du contenu. Et si vous souhaitez poser des questions après la présentation, vous pouvez faire un signe ou les poser via le chat général dans Zoom. Et vous pouvez les poser en français, allemand, luxembourgeois ou anglais, comme vous voulez. Mais avant de commencer avec la présentation d'aujourd'hui, je donne encore la parole à Myriam Benz du DATER pour une introduction. Bien. Ok, Oui. bon, je vais essayer. Je vais de toute façon être très court. J'espère que ça passe. Alors, comme vous le savez probablement, le concept, l'objectif de la ville des 15 minutes est un des objectifs du nouveau programme directeur de l'aménagement du territoire. Et c'est pourquoi on a approché les liseurs pour demander leur vue, leur analyse à ce sujet et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour le Luxembourg. Après, on est très content que cette année de la CIPU sera dédiée à ce sujet pour profiter comment dire, des expériences de tous les acteurs urbains pour qu'on puisse trouver ensemble comment mettre en œuvre cet objectif au Luxembourg. Et dernière information, parallèlement à ces deux projets ou processus, on est en train de réviser le Planungshandbuch et il y aura aussi une ou deux fiches à ce sujet dans le Planungshandbuch. J'espère que vous m'avez que vous m'avez entendu Oui, très et bien. voilà. Merci. Merci. Donc, je vais arrêter le partage et donne la parole à Antoine de Couville et Valérie Felchen du LISER. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais tenter, voilà, de partager l'écran. Être bon. Voilà, bon, nous y sommes. Alors, merci pour ces introductions. Juste encore un tout petit élément avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je voulais juste préciser que Valérie Felchen et moi-même sommes des chercheurs en géographie et en aménagement du territoire et que nous ne sommes donc pas évidemment des praticiens de l'urbanisme et encore moins des architectes. Et le travail que nous avons réalisé et que nous allons vous présenter aujourd'hui a donc plus une portée théorique que pratique. Mais il vise justement à ouvrir ce cycle de colloques. Et nous espérons néanmoins que cette présentation va vous permettre de mieux un peu comprendre ce qui se cache derrière cette notion de ville du quart d'heure, quelles sont ses forces, mais également ses faiblesses et ses limites. Alors, voici le plan de la présentation. Tout d'abord, on va discuter de ce concept, de son émergence, de ce qu'il comprend. Je vous proposerai après quelques exemples d'initiatives urbaines proches de la ville du quart d'heure à travers l'histoire et qui ont fortement influencé et imprégné ce concept. Ensuite, nous verrons quelques exemples beaucoup plus récents de villes ayant adopté le concept de ville du quart d'heure depuis une dizaine d'années. Ensuite, nous nous intéresserons et nous reviendrons sur l'exemple du Luxembourg et sa prise en compte dans les documents d'aménagement, mais également comment renforcer l'implémentation du concept de la ville du quart d'heure. Et puis enfin, je terminerai en évoquant également quelques limites à ce concept, parce que ça me semble très important. Alors, sur le concept.
Donc, sa première formalisation, ou la première fois qu'on l'a vraiment vu apparaître sur la scène publique, c'est par Carlos Moreno lors de la conférence de Paris en 2015 sur le changement climatique. Hein, c'est la COP 21. Et il s'agit évidemment, cela a déjà été dit tout à l'heure par Laura, mais d'un objectif très clair qui consiste concrètement à permettre à tous les habitants d'une ville d'accéder à des services essentiels, publics et privés, et tout cela en 15 minutes, tout au plus, à pied ou à vélo, et non pas en transport en commun. Alors cet objectif extrêmement simple implique en fait des sous-objectifs qui sont bien sûr de réduire la nécessité de se déplacer de manière motorisée, et Carlos Moreno part du principe que si les gens avaient tout ce dont ils ont besoin à proximité de leur logement, eh bien, ils auraient moins besoin de se déplacer en voiture, ce qui relève du bon sens, mais évidemment, la réalité est aussi un peu plus complexe, car il y a d'autres facteurs qui contribuent à expliquer les comportements d'achat ou d'utilisation de services par les citoyens. Mais ça, bon, on y reviendra plus tard. En tout cas, diminuer la nécessité de se déplacer en voiture permet bien sûr de réduire le nombre de voitures en ville et donc de diminuer également l'emprise de la voiture en ville en termes de voirie, d'espace de stationnement, etc. Donc c'est autant de place qui peut être libérée et qui peut permettre d'améliorer évidemment la qualité de l'espace urbain, de multiplier les petits espaces publics de proximité, de développer les cheminements piétons et cyclables ou d'accroître encore les espaces verts intra-urbains. Cela s'accompagne aussi bien sûr d'un besoin de multifonctionnalité, donc de diversification des fonctions urbaines à l'échelle du quartier. Mais un autre élément important avancé par Carlos Moreno, c'est celui vraiment du multi-usage des bâtiments et des équipements publics. L'utilisation optimisée vraiment de chaque mètre carré de surface à l'intérieur des villes. Ainsi, les cours d'école ne doivent pas être fermées, par exemple, en dehors des horaires scolaires, mais elles doivent au contraire être ouvertes pour permettre de répondre à des besoins en termes de terrain de jeu ou de terrain de sport. Les écoles elles-mêmes devraient pouvoir être ouvertes en soirée et le week-end pour dispenser des formations à des publics non scolaires. Les bibliothèques elles-mêmes pourraient accueillir des événements culturels comme des petits concerts, des expositions. Mais il ne s'agit pas uniquement des bâtiments publics, ça concerne également les locaux privés pour lesquels les baux locatifs multiples devraient se généraliser. On peut ainsi, par exemple, évoquer les restaurants. On voit encore trop de restaurants dans les centres-villes qui sont ouverts uniquement les midis ou uniquement les soirs. Et quelque part, c'est vraiment un gâchis. On pourrait multiplier les baux locatifs sur ce type de biens. Carlos Moreno parle également, par exemple, des discothèques. C'est un exemple, mais juste parmi d'autres, qui ont évidemment des horaires d'ouverture extrêmement réduites et qui pourraient être utilisés pour d'autres types d'activités, comme des activités physiques ou récréatives. Bref, une notion clé est celle de modularité des bâtiments et de multi-usage. Et enfin, le dernier élément important et objectif qui accompagne ce concept de ville du quart d'heure, c'est de diminuer les inégalités socio-spatiales. Car la ville du quart d'heure doit être mise en place au profit de toutes et de tous, et ceci dans l'ensemble des quartiers d'une ville. En tout cas, c'est l'idée originelle, même si on verra que c'est parfois un peu plus difficile à mettre en place. Alors, l'approche de la ville du quart d'heure met également particulièrement l'accent sur la mobilité douce et sur l'importance de fournir ou de renforcer les infrastructures de déplacement qui doivent être sécurisées, bien sûr, mais également confortables. Le réseau doit être dense, il doit également être pratique et équipé. Tout cela doit permettre d'améliorer l'expérience de l'usager. Donc, alors pour vous qui, pour la plupart, êtes urbaniste ou architecte, je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler de tous ces principes qui ne vous semblent pas neufs, loin de là. Principes de densité qualitative, de multifonctionnalité ou de promotion de la mobilité active sont évoqués déjà depuis de nombreuses décennies et n'ont rien de fondamentalement nouveau, vous en conviendrez, d'un point de vue conceptuel. En revanche, les traduire sous la forme d'un objectif simple,
compréhensible par tous et orienté vraiment vers le vécu des citoyens, permet quelque part de donner un nouvel élan à ces différentes démarches et de les synthétiser de manière efficace. En fait, on peut se demander si la ville du quart d'heure, ce n'est pas plus un slogan qu'un concept. Par ailleurs, la ville du quart d'heure s'inscrit dans au moins 2 déclarations communes qui ont été signées par de nombreuses communes et villes en Europe, comme la charte d'Aalborg en 1994, qui est considérée comme l'anti-charte d'Athènes, en cela qu'elle prône la multifonctionnalité et non la différenciation des fonctions urbaines, ou encore la charte de Leipzig de 2007, qui, elle, reprend beaucoup des éléments de la charte d'Aalborg, mais en y ajoutant également la dimension de la justice sociale. Alors, un autre élément, pourquoi la ville des 15 minutes? Pourquoi ce seuil? Eh bien, en fait, quand on s'intéresse aux villes qui se sont engagées dans de telles démarches, on voit que ce seuil de 10 minutes, il fluctue, hein. Il est à 10 minutes à Bruxelles, à 20 minutes à Melbourne ou à Portland. J'ai vu que le 20 mars prochain, donc vous verrez un intervenant parler des 20 minutes neighborhood à Melbourne. À Paris et à Barcelone, c'est bien les 15 minutes. Et en Allemagne, on connaît bien la ville des courtes distances, qui est un modèle de développement déjà existant depuis au moins 40 ans. Mais peu importe finalement, j'ai envie de dire, ce seuil des 10 minutes qui ne renvoie à aucune étude précise sur les distances que les individus seraient par exemple prêts à parcourir à pied ou à vélo, qui de toute façon varient beaucoup en fonction des individus, mais aussi de plein d'autres éléments comme la topographie, la météo, la qualité de l'expérience offerte aux piétons. Non, l'idée à retenir, c'est vraiment plutôt celle d'améliorer la situation existante et de réparer les dysfonctionnements de nos villes qui sont trop orientés vers les déplacements motorisés. Alors, voyons maintenant quelques initiatives urbanistiques plus ou moins anciennes qui montrent que le concept de ville du quart d'heure a déjà été tenté sous d'autres noms par le passé. Alors, on peut évoquer tout d'abord la Cité-Jardin d'Ebenezer Howard, fin du 19e siècle, que vous connaissez probablement. Et il est intéressant de l'évoquer parce qu'en fait, elle présente un certain nombre de similitudes avec le concept de ville du quart d'heure. Donc, rappelons qu'elle a été mise en pratique, hein, notamment à Letchworth et à Welwyn, au nord de Londres. Et quels sont ces principes? Eh bien, tout d'abord, une certaine maîtrise de l'emprise de la ville, qui ne devait pas couvrir plus de 4 km², qui devait héberger un nombre tout de même assez important d'habitants, 30 000, et qui devait, l'ensemble des distances devaient pouvoir être parcourues à pied. Les habitants de ces villes devaient pouvoir accéder aux services essentiels à pied. Ce modèle de ville prévoyait également une présence importante d'espaces verts et la recherche également d'une certaine autonomie nourricière. Donc il y avait déjà là un peu, avant l'heure, l'idée de la résilience. Alors un autre exemple que je passe vite en revue, de l'autre côté de l'Atlantique, les Neighborhood Units de Clarence Perry, qui ont également visé à tenter d'améliorer la marchabilité des villes américaines à une époque où ces dernières tendaient à s'étaler de manière très extensive avec le développement de l'automobile. Alors, il s'agissait de garder le trafic à l'extérieur du quartier, de maintenir une présence d'espaces verts publics et de favoriser une certaine autonomie de chaque quartier en équipement, services et commerce. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de dire que ces neighborhood units ont été fortement décriés par Jane Jacobs, la philosophe urbaniste nord-américaine, qui disait que cela risquait de fragmenter l'unité de la ville en la divisant en des petits quartiers autonomes, disjoints les uns des autres. Et ça faisait aussi courir le risque de véritables coupures à l'intérieur du tissu urbain le long des axes qui devaient absorber le trafic, le gros du trafic. Et alors, le dernier exemple que j'ai mis là, de manière peut-être un peu provocatrice, n'est pas celui d'une utopie urbanistique, c'est celui des micro-districts ou micro-rayons soviétiques, qui, pour le coup, ressemblent plutôt à une dystopie.
avec ces Khrushchevka, qui sont ces bâtiments construits sur 5 étages avec un style identique et une standardisation poussée à l'extrême. Tout ça sur les plus de 20 millions de kilomètres carrés de l'ancienne Union soviétique. Ces micro-districts qui reposaient également sur des principes qui finalement sont pas si éloignés de ce que l'on souhaite mettre en place avec la ville du quart d'heure, puisque il devait s'étendre sur une surface relativement compacte et les logements ne devaient jamais être éloignés de plus de 500 mètres des services publics, des commerces et des écoles. La présence d'espaces verts était également importante dans ces micro-districts ou micro-rayons. Alors bien sûr, évidemment, il s'agissait là de nouvelles villes qui se sont faites parfois au mépris total du patrimoine existant et de l'identité des lieux dans lesquels ils étaient développés. Mais ces 3 exemples pour vous montrer que le désir de rapprocher les habitants des services publics, des équipements et des espaces verts dans un périmètre qui serait parcourable à pied a déjà été tenté bien avant que l'on parle de ville du quart d'heure. Et en fait, ces principes relèvent tous du bon sens, évidemment, puisqu'ils visent à atteindre des économies de, de temps en termes de déplacement, des économies aussi en termes de consommation de ressources foncières, des économies d'énergie et des économies en matière d'émissions de CO2, bien sûr. Alors, pour reprendre maintenant les exemples de villes ayant beaucoup plus récemment adopté ce quasi-label de ville du quart d'heure, commençons bien sûr par Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'est l'exemple sur lequel Carlos Moreno a travaillé pour le compte de la maire Anne Hidalgo, pardon, et ça a d'ailleurs contribué à la faire réélire en 2020 grâce à une campagne de communication assez efficace. Alors les principes de la mise en place de la ville du quart d'heure à Paris, eh bien, se sont basés vraiment sur le développement très important de l'infrastructure cyclable avec une explosion du nombre de cyclistes à Paris, en plus encore favorisé avec l'épidémie de Covid-19 et le fait que les gens prenaient de moins en moins les transports publics, mais également une diminution importante des places de parking, une piétonisation de certains quartiers, qui fait d'ailleurs pas mal de bruit en ce moment, puisque c'est le quartier de Montmartre qui va être piétonisé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la presse, on en parle pas mal, ça soulève des protestations au cours des dernières semaines. À Paris, on a également transformé beaucoup de cours d'école en parcs et aires de jeu. Et puis, il y a ce souci aussi d'essayer de maximiser vraiment l'utilisation des bâtiments et des espaces publics. Alors, je ne m'étends pas sur la description de ces exemples, je les passe vite en revue pour vous montrer plutôt leur diversité. Alors, Barcelone représente aussi un exemple intéressant avec la tentative de regrouper les îlots du plan Cerdà du 19e siècle en super blocs, c'est-à-dire un regroupement de 9 îlots à chaque fois, et de reporter le trafic à l'extérieur de ces regroupements d'îlots pour éviter vraiment le transit, le trafic de transit à l'intérieur même des superblocs. Et l'idée est de promouvoir bien sûr la mobilité douce, mais aussi la réappropriation de l'espace public avec des opérations légères comme sur la photographie et adaptative, et enfin d'accroître la multifonctionnalité au sein de ces superblocs. Cela dit, ces démarches sont aussi accompagnées de protestations en raison d'un déficit d'implication citoyenne et d'un début de processus de gentrification, qui de toute façon, vous le savez, gagne bien sûr l'intégralité du territoire de Barcelone. Alors, le troisième exemple, c'est peut-être le plus convaincant en tout cas, c'est celui d'Utrecht, qui se revendique être une ville des 15 minutes et en fait qui semble y être relativement bien parvenu grâce à un réseau cyclable de très haute qualité, qui souffre même presque de son succès parce qu'il y a des embouteillages de vélos. Et je vous ai mis ici une photographie qui est celle du plus grand parking à vélo du monde, paraît-il.
En tout cas, l'exemple d'Utrecht associe une forte densité avec des aménagements de qualité, des infrastructures cyclables assez bien sécurisées. Et une étude menée par Knapp et ses associés, donc des chercheurs néerlandais, a montré qu'en fait, 100% de la population à l'intérieur du territoire communal vivait à moins de 15 minutes d'une offre commerciale, éducative, récréative, culturelle, sportive, médicale, mais également d'espaces verts. Et presque la totalité de la population, donc 94%, est même à moins de 10 minutes de l'ensemble de ces éléments à vélo. Voilà, alors après ce bref tour d'horizon, revenons maintenant au Luxembourg et à la raison pour laquelle nous évoquons aujourd'hui le concept de ville du quart d'heure et pourquoi aussi le ministère du Logement et de l'Aménagement du Territoire nous a demandé de travailler sur cette question. Alors tout d'abord, eh bien, la ville du quart d'heure, comme le mentionnait Myriam Betts, est indiquée et mentionnée comme un des objectifs du PDAT 2035. Et la déclinaison des principes de la ville du quart d'heure doit se faire dans la Nordstadt, l'agglo-centre et la région sud, donc dans les trois grandes agglomérations du pays. Alors, dans le plan national de mobilité 2035, il n'est pas fait mention explicite de la ville du quart d'heure, mais on s'y approche quand même quand on voit que, par exemple, ce document mentionne que les centres de localité, les quartiers et les zones entourant les écoles devront être apaisés pour rendre la marche à pied plus sûre et plus attractive pour les trajets de proximité. Par ailleurs, la ville du quart d'heure est explicitement mentionnée dans la déclaration finale de la ville de Luxembourg pour 2023-2029, et il est clair qu'il y a un potentiel d'amélioration fort de la situation en matière de déplacement en mobilité douce dans les communes denses, notamment dans le sud, hein, avec Esch, Dudelange et Differdange. Alors, nous avons voulu voir, suite à cette prise de conscience de l'importance des principes de la ville du quart d'heure, nous avons voulu faire un état des lieux, en fait, en quelque sorte, de la manière dont les villes au Luxembourg se rapprochent ou non de ces principes, de ces standards de la ville du quart d'heure. Et pour cela, nous sommes basés, l'équipe du LISER, sur les travaux de Knapp qui ont été faits à Utrecht. Et pour cela, nous avons mobilisé une base de données géoréférencée comportant près de 7000 aménités urbaines qui ont été regroupées en différentes thématiques. Alors, il s'agit des commerces alimentaires, restaurants, bars, commerces non alimentaires et services, lieux culturels, l'offre médicale aussi, la présence de médecins généralistes, l'offre sportive, la présence d'arrêts de transport en commun également. Et puis, nous avons cartographié tout cela, comme vous pouvez le voir sur la droite de la diapositive. Ensuite, nous avons réalisé, à l'aide d'un outil SIG, des zones tampons autour de chacune de ces 7000 aménités qui correspondent en fait à une distance, ou une approximation plutôt de la distance marchable en moins de 15 minutes. Donc, nous avons pris la distance de 750 mètres à vol d'oiseau. C'est une distance qui est souvent retenue dans la littérature scientifique sur ce genre de travaux. Et donc 750 mètres à vol d'oiseau, on estime qu'en moyenne, ça correspond à peu près à 1 ou 1,2 km de marche en milieu urbain, compte tenu des rues qui se croisent et du fait qu'on ne marche pas toujours de manière parfaitement linéaire dans un milieu urbain. Et donc 1 à 1,2 km, ça correspond à peu près à 15 minutes de marche. Alors, il s'agit bien sûr d'approximations qui ne sont pas confirmées sur le terrain et qui ne sont pas basées sur le réseau existant, ce qui aurait été nettement plus compliqué à faire et qui n'était pas le but de cette étude. Mais ça donne déjà une bonne idée. Ensuite, nous avons superposé toutes ces zones tampons, ces buffers, avec l'ensemble des adresses du pays. Et vous voyez à droite que finalement, donc toutes les adresses, ce sont les petits points, mais les petits points qui apparaissent ici en jaune, nous sommes à Luxembourgville ici, sont les adresses qui se situent finalement à moins de 750 mètres
d'au moins un équipement de chacune des thématiques que j'ai mentionnées précédemment, c'est-à-dire commerce, alimentaire et non alimentaire, restaurant, lieux culturels, etc. Et donc, ces adresses-là sont en théorie, bien sûr, répondent en fait à des critères de proximité à un large éventail d'équipements et de services publics. Donc, ça se rapproche de l'idée qu'on pourrait se faire de la ville du quart d'heure. Et nous avons fait exactement la même opération, mais avec des zones tampons de 2500 mètres pour avoir une idée de l'accessibilité en moins de 15 minutes à vélo. Donc, quand on cartographie ça, vous avez ici l'exemple de la Nordstadt, on obtient à peu près ceci. Vous voyez en rouge ce qui pourrait ressembler à une zone se rapprochant des standards de la ville du quart d'heure à Ettelbruck et à Diekirch. Donc pour la marche à pied en rouge, et en bleu, c'est ce qu'on obtiendrait à vélo. Alors, on a fait la même chose à l'échelle de l'ensemble du pays, même si évidemment ça ne fait pas sens dans les espaces ruraux qui ne disposent pas de toute la diversité des biens essentiels pour le quotidien des habitants. Mais voilà, on a fait ça à l'échelle de l'ensemble du pays. Et on a également, pour les trois agglomérations, essayé d'identifier les points forts et les points faibles de chaque agglomération en termes de dotation et de concentration et de diversité d'équipements et de services. Alors, on voit par exemple que dans l'agglo-centre, la première colonne à gauche, la quasi-totalité des adresses sont souvent à moins de 750 mètres de la plupart des biens et services essentiels, à l'exception peut-être de la culture, mais ce qui est normal, puisque la densité d'équipements culturels est en général moins importante que pour les autres types d'équipements. Les données sont également relativement bonnes dans la région sud, un petit peu moins dans la Nordstadt, ce qui s'explique aussi par le moindre poids démographique de la Nordstadt et du coup par le fait que certains équipements y sont un peu moins présents. Mais quelle que soit l'agglomération, la principale faiblesse qu'on observe, et la dernière ligne, donc, c'est la distance aux emplois. Alors, pour la distance aux emplois, je suis obligé de rentrer un tout petit peu dans les détails de ce que nous avons fait. Nous avons procédé différemment puisque nous sommes basés sur les déplacements réels domicile-travail des personnes professionnellement actives en utilisant des statistiques du département de l'aménagement du territoire, de l'administration des contributions directes et du Statec. Et là, on observe que très peu de gens dans la région sud ou dans la Nordstadt travaillent réellement à proximité de là où ils vivent. Et là, c'est vraiment une des principales limites à la mise en œuvre des principes de la ville du quart d'heure, car les individus effectuent bien sûr toujours des arbitrages quand ils font leur choix résidentiel, et à plus forte raison quand ils sont en couple ou en famille, et qu'il est nécessaire de considérer les intérêts de tous quand on décide de où on va résider. Et en plus, j'ai pas encore mentionné bien sûr les contraintes financières qui font qu'on ne réside pas toujours là où on souhaiterait résider, loin de là. Donc la question des déplacements domicile-travail semble être l'une des plus grandes limites à l'atteinte d'une ville du quart d'heure. Et en plus, le fait de résider loin de son domicile peut également avoir d'autres impacts, notamment sur les comportements d'achat ou la consultation de médecins ou les activités de loisirs qui peuvent s'inscrire dans des chaînes de mobilité et qui peuvent donc déroger au principe de la seule proximité physique au lieu de résidence. Alors, quelques éléments sur les limites du diagnostic. Bon, j'en ai déjà mentionné quelques-uns, mais ce petit diagnostic que je vous ai brièvement présenté, bon, bah voilà, il s'appuie sur une accessibilité qui est théorique, qui a été réalisée avec des SIG et qui n'a pas été confirmée sur le terrain. Les lacunes sur la localisation des emplois, il faut savoir que les données sont uniquement disponibles à la commune et non à l'adresse, donc on n'a pas pu vraiment affiner les déplacements domicile-travail de manière très précise. Et puis, ce diagnostic, il ne prend pas du tout non plus en compte la qualité des déplacements pour le piéton et le cycliste, qui est évidemment extrêmement importante. 15 minutes sur une piste cyclable en site propre à vélo, c'est pas du tout la même chose que 15 minutes sur une rue très passante sans piste cyclable.
Donc, évidemment, ces aspects-là sont cruciaux à prendre en compte, mais ils n'ont pas été inclus dans ce diagnostic. Il faudrait faire des études beaucoup plus localisées et approfondies. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est que, évidemment, les équipements ne sont pas tous égaux, ni en taille, ni en qualité. Et donc, les logiques des individus, quand ils cherchent à accéder à un bien ou un service, ne sont pas uniquement portées par la seule proximité. À titre d'exemple, voilà, on ne se rend pas forcément dans la boulangerie la plus proche de chez soi, mais on se rend dans la boulangerie qui fait le meilleur pain et qui est quand même pas trop éloigné. Et bien, c'est la même chose pour les médecins et c'est la même chose pour de nombreux autres types de commerces ou de services ou de biens, évidemment. Alors, comment améliorer maintenant ou comment procéder pour mettre en œuvre les principes de la ville du quart d'heure? Alors, euh, il y a plusieurs éléments, à mon avis, qui sont tout à fait importants à prendre en compte. Et tout d'abord, le premier, c'est vraiment l'engagement des différentes parties prenantes, que ce soit les communes, les ministères, les associations de résidents, les développeurs, les architectes urbanistes. Il faut les engager à travers tout d'abord le partage de constats et d'enjeux. Il faut arriver au même diagnostic sur ces constats et sur les enjeux pour le territoire, que celui-ci soit à l'échelle de la commune, du quartier ou même de l'îlot. Il faut aussi favoriser l'interprétation et l'appropriation des principes et des objectifs que l'on poursuit par tous. Et il faut ensuite œuvrer à la construction d'une vision commune pour le territoire considéré. Et cela est très important, c'est pour ça que je le mentionne en premier, parce que les retours d'expérience qu'on a eus de villes où des opérations ont déjà été mises en place montrent que si on n'implique pas assez la population, cela peut se révéler très impopulaire et ça peut arriver vraiment à des situations de blocage. Et puis, il faut aussi, vous en avez peut-être entendu parler, il faut aussi savoir que le concept de ville du quart d'heure a fait l'objet d'accusations de la part notamment de groupes complotistes en Angleterre et aux États-Unis. Carlos Moreno a reçu des menaces. Certains ont prétendu que la mise en place de la ville du quart d'heure était la première étape vers une restriction des libertés de déplacement ou qu'elle exprimait une volonté de domination des élites sur le peuple et sur les gens ordinaires. Alors, bien évidemment, tout cela, on est d'accord, est parfaitement ridicule, mais cela montre l'importance de sensibiliser et d'impliquer les individus dans ces démarches pour éteindre les craintes le plus vite possible. Alors, un autre élément qui est important, me semble-t-il, c'est d'explorer et d'expérimenter dans le cadre de projets locaux, tout en s'autorisant le droit à l'erreur, à la rectification. Et donc, il s'agit bien d'une démarche itérative qui doit reposer notamment sur des opérations d'urbanisme tactique, c'est-à-dire des petits aménagements légers, adaptatifs, inclusifs et issus, là encore, d'un processus de concertation et d'implication citoyenne. Euh, Enfin, il faut bien sûr activer les leviers d'intervention tels qu'ils ont été identifiés par Carlos Moreno. Et alors, je crois que j'ai en fait parlé de la plupart de ces points. Je vais juste les rementionner. Il faut adapter la densité en tenant compte des spécificités locales. Donc, la densification horizontale pour le comblement de dents creuses. Mais là aussi, tout est toujours question de où on met le curseur. Donc, densifier, oui, mais tout en préservant la qualité de vie urbaine et en préservant aussi les espaces verts intra-urbains qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc, tout est question d'équilibre. Densification verticale, donc verticalisation du bâti, mais là aussi dans le respect évidemment du patrimoine existant, ça va sans dire. Il faut aussi accroître la multifonctionnalité au sein des quartiers, j'en ai déjà beaucoup parlé, ainsi que le multi-usage des lieux publics et privés. Il importe également d'accroître l'accessibilité aux aménités, à faciliter la mobilité active vers ces aménités, ce qui passe notamment par le design urbain. Et puis, il faut accroître l'efficacité dans un souci de justice spatiale à des espaces publics récréatifs de qualité et des espaces verts aussi de proximité.
Enfin, le dernier point dont je n'ai pas encore parlé, c'est celui d'utiliser le potentiel de la digitalisation pour améliorer la qualité de la participation citoyenne et la réactivité aussi des services urbains. Alors, sur ce dernier point, c'est vrai que Carlos Moreno est assez technophile et il est vrai que les outils digitaux peuvent améliorer la qualité de la participation citoyenne. Néanmoins, je voudrais quand même juste dire que ce domaine étant encore assez largement dominé par les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, la question du risque de laisser trop d'importance à ces entreprises privées non européennes dans le fonctionnement d'un nombre croissant de services au sein de nos villes s'oppose quand même, alors même que le concept de résilience est évoqué. Donc, je pense il faut effectivement utiliser les bons aspects de la digitalisation, mais ces outils aussi ne doivent pas servir à exclure les non connectés. Donc, je pense qu'il faut considérer aussi ces points avant de se lancer dans des opérations sur ce dernier point. Alors, quelles limites au concept de ville du quart d'heure? Quels principaux défis? C'est ma dernière partie. Donc, toutes les villes ne se prêtent pas de la même manière à la mise en place des principes de la ville du quart d'heure. Il est clair que les villes denses, organiques, anciennes, avec une forte densité, peuvent être plus facilement réparées, comme pour reprendre la terminologie de Carlos Moreno, que les zones pavillonnaires purement résidentielles, par exemple, pour lesquelles cela doit prendre ou passer par des étapes et ça prend nécessairement du temps. Il faut également, et ça c'est important je crois, faire preuve d'un certain réalisme, et notamment un réalisme économique et social. La ville du quart d'heure, ça ne peut pas être une posture incantatoire, hein, ça doit être une pratique réaliste et opérationnelle. Par exemple, on peut souhaiter la multiplication des commerces dans les lieux qui sont insuffisamment pourvus en commerce, mais il faut évidemment atteindre des seuils de viabilité économique pour ces commerces. Donc, il faut aussi faire preuve d'un peu de réalisme. Euh, l'autre défi et limite et challenge, j'ai envie de dire, de la ville du quart d'heure, c'est qu'elle doit réellement être pour tous. Il faut donc un accompagnement par la puissance publique qui doit protéger nécessairement les populations économiquement vulnérabilisées des effets potentiellement importants de la mise en place des principes de la ville du quart d'heure, qui peut engendrer vraiment de la gentrification, comme on l'a vu à Barcelone, mais c'est également le cas à Amsterdam, comme le montre cet article qui a été publié récemment. Donc, c'est voilà, fondamental de penser à ça. Sinon, effectivement, ça risque de se confronter à une très, très forte opposition. Voilà, j'en arrive à ma dernière slide. Et en guise de conclusion, je dirais que finalement, il est important de considérer la ville du quart d'heure plus comme un cheminement qu'un but réellement à atteindre, car ce n'est pas toujours possible. De plus, l'adhésion de la population à un virage en faveur d'une ville du quart d'heure est tout à fait primordiale. Rien n'est possible si les mesures proposées ne sont pas socialement acceptées. Et pour cela, je pense qu'il faut avoir conscience des principaux déterminants de l'acceptabilité sociale des mesures en faveur de la ville du quart d'heure. Et là, je vous ai fait figurer une petite figure qui montre, à mon sens, à notre sens, que pour être acceptées, les mesures en faveur de la ville du quart d'heure doivent tout simplement, d'abord et en premier lieu, être simples et claires. Il faut que les citoyens comprennent l'importance du problème de nos villes actuellement et de la nécessité de répondre à ces problèmes. Et il faut qu'ils perçoivent un lien direct entre la mesure et l'objectif à atteindre. Donc ça, c'est le premier facteur déterminant d'acceptabilité sociale, c'est la simplicité et la clarté des mesures. Le deuxième élément, c'est est-ce que les objectifs qu'on se fixe semblent atteignables, réalistes
Et est-ce que les objectifs poursuivis peuvent être atteints avec les mesures que l'on souhaite mettre en place? Et si on n'établit pas des objectifs qui sont réalistes et atteignables, alors ils seront considérés comme utopiques et irréalistes. Et évidemment, le dernier point crucial, c'est celui de la justice sociale et spatiale. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des mesures qui peuvent être simples, claires et atteignables, mais si elles contribuent à renforcer les inégalités, alors elles seront certainement perçues comme illégitimes et l'ensemble de la démarche ne pourra pas recueillir le support de la population. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je crois que j'ai tenu le temps imparti. Je vous remercie et nous nous tenons à votre disposition pour toute éventuelle question. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Sinon, Bonjour. Pardon? Bonjour. Plutôt une remarque. Lors de la présentation, je viens d'avoir un lien vers le statistique.lu. Et là, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la page. On scrolle un petit peu, un instant. Je vais revoir ça. En général, c'est la voiture reste largement prédominante. Ça, c'est un peu le titre de la statistique. Et si on voit un petit peu en bas, on voit quand même pour quel chemin déjà la voiture est prise ici au Luxembourg. Et dans la voiture est prise entre 1 et 5 km dans 45,8% des cas. Comme ça en dit long sur les structures qu'on a. Et ça en dit aussi long sur le chemin qui reste encore à faire pour y arriver. Et autant qu'on force les gens à construire des garages, même dans un centre-ville, qui sont super bien équipés, avec tous les équipements, même si on n'en a pas besoin, même si on n'en veut pas, on doit quand même construire des garages et des emplacements pour les voitures. On avait un PAJ récemment, je ne vais pas dire laquelle, pour une commune, il y avait une proposition pour des nouvelles constructions de réserver 2 places de stationnement à l'intérieur de la maison et 2 places de stationnement à l'extérieur de la maison sur la même parcelle par logement. Bon, ça n'a pas atteint son but. La commune, on a quand même écrit un avis sur le PAJ et ça n'a pas été retenu, mais il reste qu'il y a quand même encore des propositions qui vont dans cette direction-là. Et tant qu'on force à construire des structures urbaines qui sont à la base faites pour la voiture, je crois que les statistiques qu'on a reçues aujourd'hui font pas grandement changer. On doit avoir une autre approche envers la voiture, qu'elle ne doit pas être prédominante dans toutes les planifications qu'on fait. On a parlé long et large et Christine Müller peut-être peut me confirmer quand on a commencé les pourparlers pour un projet Elmen, pour ne pas le citer, on a d'abord parlé des garages qu'on devrait construire, combien de garages on devrait construire pour que le projet puisse fonctionner. Et après, avec 2-3 réunions, on a commencé à parler du logement qui est lié avec. Et ça nous a montré aussi un petit peu les préoccupations qu'on peut avoir encore dans les projets qu'on dit maintenant qu'on peut mettre dans la vitrine pour les années à venir. Comme ça, il reste encore des chemins à faire. Et les statistiques qu'on a reçues aujourd'hui ne démontrent qu'il reste encore un grand
delta entre l'ambition du ville de quart d'heure et ce qu'on est encore en train de planifier dans la plupart des communes luxembourgeoises. Voilà. Ah oui, j'ai le moyen. Ben, ma question, elle est plutôt dans le sens de ce que vient de dire Claude Wagner. Mais c'était peut-être übergreifend, c'est-à-dire que l'aménagement du territoire a, disons, posé les jalons il y a 30 ans pour une structure polycentrique à Luxembourg. Pour la ville des 15 minutes, on en parle depuis très longtemps. Et je voulais poser la question à Monsieur de Courville, si vous avez une idée à quoi ça tient que ça n'arrive pas vraiment à s'implanter, parce que ce que vient de dire Claude Wagner, moi je dirais qu'en ce moment, les petits pas qu'on a réussi à faire sont en régression. C'est-à-dire que il y a des promoteurs qui maintenant, pour vendre leur truc à un prix correct, exigent plutôt la baraque construite autour d'un garage, parce que c'est ça qui va être vendu le plus rapidement. Donc, je ne sais pas très bien où on va, mais c'est en tous les cas une question à vous. Oui, alors vous me demandez mon avis, c'est ça? Écoutez, c'est difficile et ça n'implique que ma perception, hein, là, mais je pense, si vous voulez mon avis, je pense que au Luxembourg, on a une politique qui n'est pas du tout assez restrictive à l'égard de l'automobile. Euh, on a, pour ainsi dire, tout est fait pour favoriser un parc automobile extrêmement important. Le stationnement résidentiel est quasiment gratuit pour les résidents, y compris quand on a plusieurs automobiles, ou alors il n'est pas du tout dissuasif. La fiscalité sur les véhicules, les taxes automobiles sont relativement faibles. Le prix du carburant l'est également moins. Alors, je pense que les individus seraient prêts à accepter en réalité des contraintes un peu plus fortes, mais je pense que c'est le politique qui a une certaine frilosité parfois à mettre en place des mesures qui sont peut-être pas accompagnées suffisamment par une sensibilisation et par une éducation. Mais je viens moi-même, je suis français, je viens d'un pays où on dit que les Français sont les premiers à protester et à beaucoup râler. Euh, je vois qu'à Strasbourg, le stationnement résidentiel est passé pour une durée de 4 heures. 4 heures de stationnement en ville, ça vous coûte 35 euros en voiture. Alors, on peut trouver que c'est peut-être injuste. Je parlais de justice sociale pour une personne qui n'a pas forcément les moyens et qui doit aller à Strasbourg rendre visite à quelqu'un et qui ne peut pas se déplacer autrement qu'en voiture. Ça peut être perçu comme trop élevé. Il n'empêche qu'avec avec des tarifs comme ça devient très, très, très dissuasif. Et puis avoir une vignette résident aussi pour les personnes qui habitent dans le quartier, cela a un coût très élevé en France, beaucoup plus qu'au Luxembourg. Donc, je pense qu'en fait, au Luxembourg, on a quand même des réseaux de pistes cyclables qui sont largement perfectibles, mais qui sont pas si mal. Mais on a beaucoup appuyé sur les incitatifs, mais pas assez sur les éléments qui pourraient dissuader les automobilistes. Et ce que venait de dire avant Claude Wagner, et je crois que c'est assez symptomatique, on n'a pas encore changé de logiciel. Voilà, on construit encore trop les villes en partant du principe que le chemin sur lequel on s'est embarqué il y a plusieurs décennies, qui est celui quand même du tout automobile, n'est plus un schéma que l'on peut continuer à suivre indéfiniment. Il faut un certain courage politique, à mon avis. Merci pour ces remarques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou discussions? Ou est-ce que vous avez des Oui, moi j'ai autres... encore une question à Monsieur de Coville, parce que c'est un truc qui m'occupe en ce moment sur un projet. C'est la gouvernance. C'est comment implanter ou implémenter une gouvernance
disons, qui correspond aux besoins contemporains, avec des attitudes qui ne sont pas coercitives ou totalitaires ou je sais pas quoi, mais qui misent sur le dialogue et sur l'inclusion. Donc ça, c'est vraiment la question que je me pose en ce moment. Parce que notre structure des communes, c'est en soi une bonne chose, parce qu'elle reflète aussi des identités et les gens se trouvent quelque part aussi dans un écosystème où ils se reconnaissent. Donc, c'est quelque chose que je trouve qu'il faut maintenir. Mais comment faire la transition vers quelque chose un peu plus inclusif, tout en maintenant les atouts de cette commune et de ses identités locales et territoriales? Parce que je crois qu'il ne faut pas essayer de faire de Luxembourg une mégalopole avec un bourgmestre et cinq bourgmestres, sous-bourgmestres qui correspondent à des Bezirksbürgermeister. Au niveau de la surface, ça marcherait, mais ça marche pas au niveau de l'ADN du Luxembourg. Alors, c'est une question extrêmement complexe. Comment impliquer, comment organiser une vraie démarche participative? C'est un défi absolument énorme. On sait également que quand on s'y essaye, on est loin d'arriver à des situations qui sont tout le temps parfaitement satisfaisantes. On sait que généralement, il y a des biais de représentation. Ce sont presque toujours les mêmes citoyens que l'on voit participer dans les démarches, participatives. On sait qu'il y a des groupes sociaux et économiques qui sont totalement absents ou qui ne se sentent pas forcément légitimes pour participer. Et puis ensuite, au-delà de qui est-ce qu'on souhaite voir autour de la table, il y a également la question de pourquoi et à quel moment. C'est-à-dire, il faut prendre en compte évidemment l'avis des principaux utilisateurs des espaces urbains parce que c'est eux que l'on cherche à servir, mais il s'agit également non pas de substituer à un savoir d'expert qui est aussi nécessaire pour concevoir des lieux de qualité, des positions ou des points de vue de public qui sont parfois peu au fait des contraintes qui existent. Donc, tout cela est extrêmement compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va s'atteler à travailler sur cette question. Et dans le cadre de l'Observatoire du développement territorial 2025, on va justement produire un rapport sur quelle perspective pour des démarches participatives au Luxembourg dans les démarches d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Donc, je vous donne rendez-vous dans un an pour vous présenter les résultats de nos travaux de recherche sur la question. Merci beaucoup. J'ai peut-être encore une question un peu qui va un peu dans le détail de votre étude. Dans quelle mesure est-ce que vous avez pris en compte des tendances du commerce de détail, par exemple le commerce en ligne? On ne l'a pas pris en compte. Ok. C'est-à-dire que effectivement, c'est une menace quand même tout à fait importante. Non, c'est effectivement quels seront les impacts? Bah, ils sont déjà énormes, mais quels seront les impacts encore à moyen et long terme du e-commerce et des e-services aussi? C'est un sujet de recherche à part entière qui est tout à fait fascinant, important et préoccupant pour nos villes. Mais là, on n'a pas pris, on n'a pas tenu compte de ce phénomène dans le cadre de cette petite étude. Mais c'est une très bonne question. Si je peux permettre une petite réaction, c'est que ce qui est assez paradoxal, c'est que dans des nouveaux PAP, disons, qui ont une certaine envergure, les élus exigent du commerce en rez-de-chaussée. Et on leur dit, mais est-ce qu'on a une étude de zone de chalandage et qu'il faudrait quand même qu'on ait au moins une programmation des alentours, etc. Et en fait, ils se cantonnent là-dessus pour animer les rez-de-chaussée. Et on a beau leur dire, mais il faut animer les rez-de-chaussée avec d'autres choses, parce qu'un commerce vide, ça va faire justement le contraire. Et là, de nouveau, il y a des blocages intellectuels, on n'arrive pas à vraiment convaincre que on peut faire autre chose dans un rez-de-chaussée, on peut habiter. Mais là, de nouveau,
Oui, alors il y a des infractions, etc. Donc, on est dans une espèce de camisole de force au niveau de la programmation et au niveau de la cascade des décisions. Et enfin, moi, je me dis qu'il y a certainement des pistes, probablement psychologiques aussi, pour un peu débloquer la situation, parce que personne n'est content en ce moment. La commission d'aménagement et la cellule d'évaluation ont affaire avec des projets effarants parfois, parfois aussi des bons projets, mais souvent des projets qui ont beaucoup de lacunes. Les promoteurs ne sont pas contents parce qu'on n'avance pas. Les ingénieurs et urbanistes se demandent comment fonctionner. Donc, je ne sais pas, c'est une question que je me pose parce que moi, j'ai toujours pas perdu la foi qu'on peut faire un bon travail. Et parce qu'on a en fait tous les instruments. On a des documents de base qui sont tout à fait corrects. Vous avez une certaine distance par rapport aux choses. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques tuyaux. Non, enfin, j'entends ce que vous dites on a, non, je partage parfaitement votre perplexité là par rapport à cette vision et à ce manque de réalisme que j'évoquais d'ailleurs dans la présentation par rapport au commerce et aux cellules vides. On ne peut pas créer des commerces ex nihilo dans des endroits qui n'ont pas la densité ou qui ne s'y prêtent pas forcément. Donc, mais cela enfin, vous le savez mieux que moi. Mais non, c'est très intéressant. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, oui, je vous remercie beaucoup. Et oui, je pense qu'on a vraiment aujourd'hui déjà créé vraiment une bonne base pour les prochaines présentations et aussi les autres activités de la CIPU. Et où on peut encore approfondir ces discussions. Donc oui, merci beaucoup et à la semaine prochaine.